À augmenter, donc j'espère que les gens vont pouvoir se connecter assez rapidement. Bonjour tout le monde, Aus Laben, président d'Atus UK. Je suis très ravi de vous accueillir à notre session aujourd'hui. L'Atus, dans son rôle pionnier, organise une série de conférences sur l'investissement social et responsable. Cette conférence, c'est une première d'une série, il y aura bien sûr d'autres rendez-vous. Comme vous le savez, l'intégration des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et gouvernance, est de plus en plus incontournable, avec des enjeux aussi bien financiers qu'éthiques. La crise du Covid, aujourd'hui, montre que la gouvernance des hôpitaux est très importante. La gestion de la crise environnementale dans laquelle le monde est en train de passer, le plastique, les déchets, etc., est vitale pour nous, les humains. Pour cela, bon, je voulais vous inviter un petit tour au bout du monde sur les îles Midway pour voir une petite vidéo rapide. Alors, attendez, j'essaie de faire ça. Nos remerciements à Chris Jordan, en fait, pour son film très inspirant, Albatros. Je vous conseille de voir. Le tiers, en fait, de ces oiseaux meurt avec du plastique que nous utilisons, que nous produisons et utilisons. Donc, le tiers des oiseaux meurent comme ça, avec du plastique dans le ventre, sachant qu'ils sont quand même, on parle des îles Midway, donc ils sont à des centaines de milliers de kilomètres de chez nous. Bon, je vois que le nombre des invités continue à augmenter, donc ça va, on n'a pas perdu des gens en route. Je suis aussi très content de vous introduire à nos deux intervenants. Ben Leblic du PRI. Donc, PRI, c'est une initiative des Nations Unies, donc qui vous parle de Paris. Et Bilal Sahnoun, donc directeur général de la Bourse de Tunis, qui vous parle de son bureau à Tunis. Et le débat sera modéré par Mourad Nif, expert en finance de Paris. Mourad, à toi la main. Ouais, merci beaucoup, House. Merci à tous. L'objectif en fait d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'investissement socialement responsable, de trouver peut-être des moyens, des solutions, d'essayer de réfléchir ensemble à quelques manières, comment inciter les entreprises à adopter de nouvelles mesures pour combattre le réchauffement climatique, pour vraiment rendre notre vie plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Alors, avant de passer au vif du sujet, en fait, je vais lancer peut-être un petit sondage pour avoir une meilleure idée sur votre niveau de connaissance sur l'investissement socialement responsable et sur la finance durable. Donc, ce que vous allez voir sur l'écran, c'est un premier sondage que je vais lancer tout de suite.
avec une question simple. Est-ce que vous connaissez l'investissement socialement responsable? Non, pas du tout. Un peu, oui, absolument. Alors, pourquoi le sujet est important pour nous, en fait, en tant qu'association des Tunisiens des grandes écoles? C'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les pays développés ont déjà adopté ces mesures de finances responsables. Plusieurs gestionnaires d'actifs ont mis en place des processus d'investissement sélectifs qui reposent sur le développement durable. Ça, c'est la première raison. Donc, quand on voit, et quand on compare la Tunisie par rapport à plusieurs pays dans le monde, on voit qu'on est vraiment en retard. Donc, la deuxième raison, c'est vraiment pourquoi on est en retard dans l'adoption de ces mesures d'investissement responsable. Et justement, c'est l'occasion de lancer un appel envers les chefs d'entreprise, envers les décisionnaires en fait, de notre pays pour se réveiller et pour essayer de lancer des initiatives qui vont dans la même direction de l'investissement socialement responsable. Alors, on va aborder les initiatives lancées par la Bourse de Tunis avec Bilal tout à l'heure, mais il y a toujours plusieurs efforts à faire, à mettre sur la table pour qu'on puisse vraiment aboutir à ces objectifs. Et puis, troisième raison, c'est aussi en lien avec l'actualité. Et comme vous le savez, il y aura un avant et un après la crise du coronavirus. Et on se demande que peut-être que le développement durable sera vraiment la réponse à cette crise de coronavirus à moyen terme. Certes, il y a des urgences en ce moment, mais peut-être en y réfléchissant, il faudra qu'on arrive peut-être à trouver des moyens pour mettre en place des stratégies au sein des entreprises de bonne gouvernance, de chercher à avoir un impact social fiable, d'avoir aussi des mesures de respect de l'environnement. Donc, à nous de réfléchir, à nous de débattre, et c'est ça l'objectif du webinaire aujourd'hui. Alors, merci pour tous ceux qui ont répondu à mon sondage. Je vais afficher les résultats sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a 67% d'entre vous qui ont quelques connaissances sur l'investissement socialement responsable. Il y a 25% qui ont une connaissance parfaite. C'est très bien. Il y a certes une hétérogénéité entre les différents participants. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous outiller, en fait, c'est de vous donner des connaissances de base hein, sur l'investissement socialement responsable et après d'échanger et de débattre autour de cette thématique-là. Donc aujourd'hui, il y aura deux parties. Il y aura deux parties. Je vais partager avec vous le déroulé. Alors, une première partie qui sera animée par Ben Leblic de l'initiative PRI des Nations Unies, où il va nous dire les principes, qu'est-ce que ça veut dire, les principes d'investissement responsable, qu'est-ce que ça veut dire ESG, et il va nous donner un peu les effets moteurs en fait, de l'investissement responsable sur les différents pays. Ensuite, il y a une deuxième partie qui sera assurée par Bilal Sarnoun sur l'état de l'ISR en Tunisie et aussi les initiatives lancées par la Bourse de Tunis. Et enfin, on aura une session de questions-réponses et de débats. Donc, tout au long en fait, du webinaire, n'hésitez pas à utiliser le bouton que vous voyez en bas de votre écran, Q et R, où vous pouvez nous rédiger en fait, une question à poser aux intervenants à la fin. Et nous tâcherons à les poser, sachant que vous pouvez aussi voter sur ces questions-là pour éviter les redondances. Donc, si vous avez une question qui vous passe par l'esprit et que vous voyez déjà quelqu'un qui l'a déjà posée, donc n'hésitez pas à voter sur ces questions-là. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Ben Leblic. Ben, à toi la parole. Est-ce que tu peux nous parler de UNPRI et tu peux nous démystifier un peu les principes de l'investissement responsable? Merci beaucoup, Mourad. Alors, je vais juste partager mon écran. Voilà. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ces temps compliqués, disons. Donc, je m'appelle Ben Leblic et je suis responsable de la France et du programme francophone pour les principes pour l'investissement responsable. Donc, comme l'a dit Mourad, je vais vous présenter un peu rapidement les PRI et les concepts de base en ce qui concerne l'investissement responsable. Et j'ai aussi prévu de parler un petit peu du développement de l'investissement responsable dans les marchés émergents et plus particulièrement en Afrique.
Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les PRI, c'est une initiative qui a été lancée en 2006 par l'ONU avec un groupe d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels à la base, avec l'objectif d'appliquer les 6 principes pour l'investissement responsable, donc notamment la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les pratiques d'investissement. Donc, c'est une association, les PRI, c'est une association à but non lucratif qui est menée par nos investisseurs signataires et qui sont aussi représentés sur le conseil d'administration et qui contribuent à nos différents programmes de travail. Donc, aujourd'hui, on compte plus de 3000 investisseurs signataires avec 3 catégories. Donc, les asset owners, donc en français les investisseurs institutionnels, qui sont les détenteurs des actifs, les sociétés de gestion ou les asset managers, et aussi une troisième catégorie qui sont les prestataires de services. Et la plupart étant aujourd'hui des sociétés de gestion. Donc, quand on signe les PRI, on s'engage à progresser sur les 6 points suivants que vous voyez sur la slide. Le premier, c'est la prise en compte des enjeux ESG dans les processus de décision d'investissement pour toutes les classes d'actifs, du côté au non-côté. Le deuxième principe, c'est d'être un actionnaire actif, donc tout ce qui concerne le vote et le dialogue avec les entreprises sur les questions ESG, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Et après, sinon, c'est pousser les entreprises dans lesquelles on investit à publier des données fiables sur tout ce qui est ESG et aussi porter la bonne parole, donc diffuser l'investissement responsable et les bonnes pratiques autour de soi. Ben, Ben, on t'entend plus. Il y a eu un problème de son, je pense. Ben, On va essayer de reprendre avec Ben, peut-être. Bon, on attend un peu. Peut-être je vais essayer de le contacter. c'est les surprises du direct. Oui, ça peut arriver. On switch. Oui, peut-être on passe la parole peut-être à Bilal. Peut-être Bilal, si tu peux nous parler un peu des initiatives en lien avec l'investissement responsable en Tunisie, la Bourse de Tunis, son positionnement, est-ce que les entreprises adoptent ces principes-là, sachant qu'on a eu déjà quelques questions sur est-ce qu'on a un pourcentage en fait, de l'investissement socialement responsable actuellement, combien d'entreprises sont vraiment en conformité avec ces principes-là. très bien. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Mourad. Si tu permets, avant de commencer, avant d'arriver à l'état de l'art en Tunisie, j'aurais souhaité placer quelques principes et parler de la situation actuelle et on arrivera à la Tunisie juste après. En fait, ce que nous vivons en ce moment est en train de bouleverser plusieurs principes et concepts et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est en train de devenir la RSO, la responsabilité sociale des organisations. Au sens le plus large du terme, plusieurs objectifs de développement durable, les ODD, retrouvent leur sens dans la crise que nous traversons, comme par exemple la santé ou le bien-être de la société, ou la prise en compte des attentes des parties prenantes, ou encore le respect des lois en cohérence avec les normes internationales et de comportement. La RSO intègre de plus en plus, ou en plus des entreprises
telle qu'on la connaît dans la RSE. Elle intègre les gouvernements et les institutions de l'État. Elle intègre les entreprises publiques, les médias, l'enseignement et surtout le citoyen. L'État doit soutenir en ces moments-là, mais de façon générale, les catégories de personnes socialement vulnérables et financièrement instables. Les entreprises doivent adopter une politique de sensibilisation et de prévention de ces employés qui, à leur tour, font profiter leur entourage. Les médias doivent combattre les fake news et assurer la diffusion d'une information constructive et redresser la psychologie des citoyens. Les établissements de l'enseignement seront contraints de s'organiser autour de programmes en e-learning de qualité et attractifs pour nos jeunes. Enfin, le citoyen, le maillon le plus fort de la chaîne, il doit avoir un comportement responsable dans le respect total des lois et des consignes, en veillant à ce que tous ceux qui l'entourent aient également ce même comportement responsable. La crise actuelle a démontré les limites des modèles auxquels nous avions été habitués, ceux qui nous étaient imposés par la mondialisation, et avec comme principal leitmotiv la performance économique ou financière. Peu importe les méfaits sur les personnes, sur l'environnement et sur la terre tout entière. Les places financières les plus développées se sont effondrées ces 2 dernières semaines et presque aucun fonds d'investissement n'a été épargné, quelle que soit la qualité et le génie de ces stratèges et ces analystes. Cette pandémie Covid-19 ne manquera pas de bouleverser les critères de choix des investisseurs. Les énergies fossiles et leur consommation, les productions intensives, les délocalisations lointaines à bas coût seront des facteurs de dissuasion. Les pays qui auront géré le mieux la propagation de la pandémie dessineront le nouveau modèle mondial de la RSO et capteront davantage d'ISR dans les années à venir. Alors, je reviens à la question de Mourad. Pourquoi sommes-nous en retard en Tunisie ? Depuis 3 ou 4 ans, la Tunisie a promulgué une loi RSE. Certes, elle n'est pas encore très exigeante ou très contraignante, mais les bases sont là. Et le fait qu'elle ne soit pas exigeante fait qu'aujourd'hui, nous continuons à accuser des retards dans le niveau des ISR, des investissements socialement responsables, ou dans la proportion des sociétés qui ont adopté une telle démarche. Je viendrai par la suite au nombre et à la proportion des sociétés. Maintenant, pour la bourse. La bourse de Tunis a été parmi les premières, bien avant même plusieurs bourses développées, à adhérer à l'initiative SSE, Sustainable Stock Exchange, des Nations Unies. Et nous avons focalisé sur 5 objectifs parmi les 17 ODD des Nations Unies. 1, l'égalité des genres. 2, la croissance économique et le travail décent. 3, la réduction des inégalités. 4, la production et la consommation responsables. Et 5, les actions pour le climat. La bourse lance cette année un guide RSE pour les reportings non financiers des entreprises cotées. Notre objectif est d'atteindre 30% du rapport d'activité des entreprises cotées qui ne parlera pas finance et chiffres, mais qui est orienté sur les actions de développement durable engagées et suivies par l'entreprise. Nous sommes en train également de modéliser un indice RSE pour mesurer la performance et l'implication des entreprises dans ce domaine. Nous parrainons des actions de coaching et de formation pour augmenter la proportion des femmes dans le management et le conseil d'administration des entreprises cotées. Aujourd'hui, en Tunisie, nous comptons 9% des postes d'administrateurs sont tenus par des femmes. C'est mieux que 5% en Afrique ou dans la région MENA, mais c'est encore très, très loin des 25% au UK et 42% en France. Avec la Banque mondiale également et notre régulateur, le CMF, et les acteurs de marché,
nous menons un travail sur les émissions de la notation, et la notation de Green Bonds. Et je pense que l'objectif également, c'est d'intéresser les gestionnaires de fonds verts internationaux qui peuvent s'intéresser à ce que nous sommes en train de faire en Tunisie. Enfin, et j'espère après le coronavirus, la Tunisie aura les atouts et le potentiel pour retrouver son vieux nom, la Tunisie verte, Tunis al-Khadra, aidé en cela par notre positionnement géographique très favorable à une supply chain de proximité euro-africaine par opposition à l'asiatique fortement émettrice de CO2. Pour revenir également à la deuxième question, la deuxième partie de la question sur le nombre d'entreprises qui sont déjà en mode RSE et qui adoptent une politique RSE. Sur les 81 sociétés cotées en bourse, il y a une douzaine qui ont déjà engagé des démarches. Malheureusement, c'est des initiatives prises chacune à part toute seule. Et il n'y a pas encore d'organisme fédérateur et il n'y a pas de ligne conductrice pour toutes ces démarches-là. Nous espérons que les textes d'application qui vont suivre la loi qui a été mise en place il y a 3 ou 4 ans viendront harmoniser ces démarches-là. Et je pense qu'on aura, j'espère, dans les 6 mois ou l'année à venir, une démarche beaucoup plus structurée et mieux organisée. Et à partir de là, je pense qu'on peut être attractif à des fonds ISR et que le poids des ISR en Tunisie sera beaucoup plus important et mieux mesurable. Voilà. Très bien, merci Sibylle. Alors, peut-être, moi, j'ai quelques questions à te poser par rapport à justement les textes de loi qui peuvent pousser les entreprises à adopter un reporting où ils mettent en avant en fait leur politique et leur démarche pour combattre le réchauffement climatique, pour avoir une bonne gouvernance, etc. Donc, leur démarche ESG. Est-ce qu'il y a des incitations qui vont être mises en place pour ces entreprises à adopter cette démarche? C'est-à-dire des incitations fiscales, des incitations d'ordre même au niveau de la bourse, en fait, des incitations pour par exemple faire une sélection sur ces entreprises-là auprès des investisseurs, etc. Donc, est-ce qu'il y a dans cette démarche-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se précise de plus en plus à l'horizon ou pas? Alors, d'abord, pour les incitations fiscales, pour le moment, je ne pense pas. Il n'y a pas encore de projet dans ce sens avec le ministère des Finances. Peut-être que ça viendra, mais rien n'est encore dans les tiroirs. Ce qu'essaie de faire la bourse en termes d'incitation, c'est le lancement d'un indice qui va faire un ranking des sociétés cotées en la matière et inciter par ce ranking-là les investisseurs à s'intéresser au titre des sociétés les mieux classées. L'indice, il est en cours de validation, en cours le modèle, on essaie de le bâtir et de le valider avec un comité d'indice multipartite qui englobe plusieurs intervenants du marché. Mais ce qui est bien, c'est que sans l'avoir encore diffusé, on trouve qu'il y a une très bonne corrélation entre le comportement des titres et le degré d'implication des sociétés en matière de RSE. C'est des résultats très encourageants et je pense que l'émission, le jour où on publie cet indice, ça va inciter davantage les investisseurs à s'intéresser aux sociétés les plus RSE-friendly. Peut-être, Mourad, je peux parler rapidement sur ce qui se passe aussi un peu dans le côté international. C'est clair qu'il y a eu plusieurs indices, comme a mentionné Bilal, les indices les plus connus, les indices MSCI et S&P, qui sont en fait des indices mondiaux et qui en fait ont développé leur version ISR. Ce qui s'est passé en fait les dernières années, c'est que beaucoup d'investisseurs ont commencé à bouger
vers ces indices-là. Donc, je pense que ce qui va se passer, Bilal, en Tunisie, c'est un peu la même chose. Les investisseurs vont commencer à bouger doucement. Il y a quand même plusieurs points à garder en tête. C'est un, il faut réellement une très bonne communication pour ces investisseurs-là sur le choix et la sélection, la méthodologie en fait de sélection des actions en fait qui forment cet indice, et aussi sur le bénéfice, je pense long terme, d'être investi en ISR. Et c'est vrai que pour les investisseurs standards, c'est quand même un changement. Ils ont l'habitude de voir l'indice de bourse de Tunis, et là on leur propose un autre véhicule, un autre indice différent. Donc ils vont commencer pour faire passer je pense le message, c'est vraiment une grande communication, une forte communication là-dessus. Mais après, on se rend compte que la partie ISR, finalement, sur le long terme, généralement délivre plus de performance. Pourquoi? Parce que voilà, quand la société est mieux gérée, quand la société prend en compte les paramètres en fait, de l'ISR, généralement, elle arrive quand même sur le long terme à performer. Peut-être un exemple en fait que bon, tout le monde probablement connaît, la société Facebook. Donc Facebook, en juillet 2019, en fait, vous vous rappelez tous des problématiques de data qu'il y a eu. Par contre, et on sait tous que ce secteur, il y a Facebook, les Google, les Amazon, etc., ont tous des problèmes de data. Donc il y a tous des problématiques de comment gérer les data, etc. Par contre, ce qu'on a remarqué quand même, et ça c'est des sociétés internationales de rating, dans Sustainalytics ou autres, ce qu'on peut remarquer, c'est par exemple que Facebook était en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que non seulement son secteur était en dessous de la moyenne des autres secteurs des actions, mais Facebook faisait mal, en fait, était même en dessous de son secteur. Donc automatiquement, on se rend compte, on peut, si on a les données Bilal, des sociétés, se rendre compte et faire notre choix. Un investisseur peut dire, voilà, moi je peux acheter ce secteur-là, mais c'est vrai que les sociétés qui font mal leur travail dans ce secteur, je vais les éliminer. Donc si vous avez ce genre je pense, d'approche, ce serait super pour la bourse de Tunis. Pour compléter juste tes propos, House, je pense qu'il y a deux approches en fait qui se dessinent, même par rapport à mon expérience personnelle. C'est soit on fait un best-in-class, c'est-à-dire comme tu l'as mentionné, en fait, tu prends un secteur et tu regardes quelles sont les sociétés qui sont les mieux adaptées pour un financement vert, financement durable. Ou bien on fait carrément de l'exclusion. Alors, exclusion de secteurs, mais aussi exclusion systématique de sociétés. Par exemple, les énergies fossiles, c'est un secteur où on peut clairement exclure les sociétés. Donc, ce sont ces deux approches-là qui se prévalent un peu sur les marchés un peu développés. Donc, peut-être, Bilal, est-ce que tu as une idée sur comment en fait, cet indice va être bâti? Est-ce que c'est une approche d'exclusion, d'inclusion? Quel est le pouvoir de pression en fait, que cet indice pourra avoir sur ces sociétés-là afin de les inciter à adopter de plus en plus de mesures ESG? On va y aller de façon très progressive. Il ne faut pas que le mot exclusion ne va pas être utilisé. On va être plutôt incitatif, hein, parce que les gens méritent d'avoir un petit temps d'adaptation et d'adoption d'une démarche RSE. Nous sommes dans une logique plutôt de les aider. Et nous sommes dans une logique de communiquer sur les best practices. On organise au moins 2 fois par an des rencontres avec les sociétés cotées pour partager avec eux les bonnes pratiques de leurs pairs, hein, des sociétés cotées qui ont déjà adopté des démarches RSE. Et ça commence à faire de prendre de la contagion, cette fois positive, qui permet, et on voit de plus en plus des initiatives prises par des sociétés cotées des fois qui font soit du copier-coller, soit qui essaient un peu de devancer les unes les autres. Et il y a une course vers des actions un peu, on va dire, publiques, spectaculaires en matière de RSE. Le premier secteur non, pas le premier, plusieurs entreprises, mais le secteur le plus important qui est en train d'adopter cette politique RSE, c'est les banques. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives des banques par des actions de mentorat, d'accompagnement des jeunes générations
culturelles, donc des actions qui se mettent en place qui ne sont pas du tout dans le core business des banques. Mais également, de plus en plus, les banques sont regardantes sur la nature des investissements qu'elles sont en train de financer. Et je pense que la notion d'impact ISR de ces investissements est en train d'être pris en compte dans la décision d'octroi des crédits et de financement. Ah, très bien. Un petit mot, Bilal, tu l'as réellement mentionné. On se rend compte aussi que finalement les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ce sujet. Alors on peut parler après en termes d'investissement. C'est-à-dire que si on prend les jeunes qui ont les moyens d'investir sur la bourse à l'étranger, ce qu'on peut appeler voilà, les millennials, etc., à l'étranger, ils sont clairement un acteur principal d'investissement ISR. C'est eux qui font le plus de demandes, c'est eux qui posent le plus de questions que un petit peu les moins âgés, on va dire, ou les plus âgés, pardon, en termes d'investissement. Donc ça, c'est si en Tunisie, vous voyez à peu près la même approche, je pense qu'une bonne target serait réellement de faire cette éducation, surtout sur les jeunes générations, pour que ça, après, en fait, l'investissement se continue et devient réellement durable. Nous avons, il est vrai que c'est un point qui nous manque. On a mis en place une plateforme e-learning qui est essentiellement accessible pour les jeunes, les étudiants, les lycéens, etc., sur les concepts pour la culture boursière, pour la diffusion de la culture financière. Et on est en train de travailler également sur toute la partie RSE, ISR pour éduquer les jeunes dès leur jeune âge sur ces notions-là et essayer de les préparer pour les prises de décision en vue d'investir dans ces secteurs-là. Très bien. Alors, étant donné qu'on n'arrive pas à joindre Ben, je pense qu'il a eu quelques problèmes de connexion. Peut-être qu'on va lancer quand même un sondage qui a été prévu dès le départ. C'est pour avoir votre avis sur l'objectif de développement durable, parce qu'il était question aussi d'avoir la liste de tous les objectifs de développement durable tels qu'ils sont définis par UNPRI. Donc, on a choisi 5 objectifs de développement durable et on voulait vous poser la question sur lequel vous voyez le plus important face à la crise actuelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, est-ce que c'est la bonne santé et le bien-être, à la fois des humains, mais aussi incluant les collaborateurs, les salariés, les clients, les fournisseurs? Est-ce que c'est le travail décent et la croissance économique qui va avec? Est-ce que c'est l'industrie, l'innovation et l'infrastructure? Et quand on parle d'infrastructure, c'est aussi les hôpitaux. Est-ce que ce sont les villes et les communautés durables, c'est-à-dire les villes qui agissent pour avoir un cadre de vie agréable, un cadre de vie respectueux pour tous les âges, etc. Ou est-ce que c'est la consommation et la production responsable à l'environnement? Voilà, je vous laisse quelques minutes pour répondre à ce sondage. Et puis, on prendra peut-être après vos questions. Et merci beaucoup en fait, pour toutes les personnes qui ont pu poser les questions, qui ont pu voter aussi tout au long du webinaire. Alors, je partage maintenant avec vous les résultats du sondage. Alors, il y a une bonne majorité qui mettent l'accent sur la bonne santé et le bien-être. C'était un peu prévisible compte tenu du contexte actuel. Il y a aussi l'infrastructure, l'innovation et l'industrie. En fait, c'est vraiment adapter l'industrie à notre économie de guerre qui est en train de se profiler de plus en plus. Et puis, consommation et production responsable, je pense que les statistiques de pollution qui apparaissent un peu partout et qui disent qu'il y a une baisse notable des émissions grâce un peu à ce mode de vie en confinement peut prouver que c'est vraiment important de considérer ce principe et cet objectif sérieusement. Mourad, oui. Je pense que le résultat de ce sondage nous donne une idée sur les métiers futurs qui vont nous être imposés et ça doit intéresser nos jeunes générations parce que c'est là où on voit quels vont être les futurs besoins de l'humanité.
Ouais, très bonne remarque, Bilal. Justement, je pense que on va avoir à moyen terme une transformation de notre modèle de développement. Il y aura de nouveaux besoins, de nouveaux métiers qui vont émerger. Peut-être une allocation du budget d'État des entreprises qui sera plus prépondérante vers le bien-être, vers la bonne santé. Et donc, à nous en fait de saisir ce moment-là pour vraiment orienter les entreprises et vraiment les conseiller pour adopter les bonnes mesures. Je passe maintenant à vos questions. On en a reçu plusieurs. On va essayer d'y répondre avec Bilal. La première question qui nous a été posée, c'est par rapport à l'investissement responsable. Est-ce qu'il peut y avoir un investissement responsable sans entrepreneur socialement responsable? Et j'imagine qu'on parle de personnes qui siègent dans les comités d'entreprise, qui siègent dans les comités d'administration, et dont le comportement peut parfois ne pas être socialement responsable. On peut avoir aussi des questions de gouvernance, de rémunération vis-à-vis de ces personnes-là. Bilal, est-ce que tu as quelques idées en fait sur comment pallier à ce problème-là d'entrepreneurs ou de dirigeants qui ne sont pas forcément socialement responsables, qui n'ont pas forcément des comportements éthiques, et comment vraiment s'assurer que ça soit pris en compte par les initiatives ISR? Le comportement de l'entrepreneur d'abord, il faut qu'il y ait un environnement qui le pousse à devenir socialement responsable entrepreneur. Mais il faut qu'il y ait des forces internes à l'organisation qui refusent un comportement socialement responsable. Et dans l'investissement socialement responsable, pour qu'il soit qualifié de la sorte, ce n'est pas évident si l'entrepreneur, lui, ne l'est pas. Parce qu'il peut être dénoncé. Parce qu'il peut bluffer sur un dossier, mais se faire prendre par la suite. Donc, je crois franchement qu'un préalable à un investissement socialement responsable, c'est d'avoir un management qui est socialement responsable, et c'est le management qui va donner le là, et il faut qu'il soit lui la locomotive et le modèle à suivre en la matière. Et on ne peut pas avoir un investissement socialement responsable si le premier patron ou le décideur, lui, fait l'opposé. Est-ce que tu penses, Bilal, que par exemple les petits actionnaires ont un rôle important là-dessus, les rendre plus actifs, leur donner en fait la capacité de, comme tu l'as dit, de challenger les entrepreneurs, les CEO de ces boîtes-là avec voilà, des remarques en fait sur les SR? Justement, si on fait, nous, un guide RSE et nous objectivons que le tiers de ce guide-là soit réservé aux activités non financières, aux publications non financières, c'est justement pour donner de la matière aux actionnaires et aux petits actionnaires de se prononcer sur ces activités-là. Et c'est un moyen de les impliquer et d'obliger le management de l'entreprise de communiquer là-dessus et de se faire questionner et de répondre les petits actionnaires sur ces actions-là. À l'instant, on vient d'avoir Ben qui s'est connecté. J'espère que la connexion s'est rétablie. Oui, Ben, bonjour à tous. Je tu suis nous désolé, entends? j'ai eu des soucis de connexion. Il n'y a pas de souci, donc j'imagine que c'est l'environnement vraiment télétravail qui fait que parfois il y a des aléas. Est-ce que tu as pu récupérer ta présentation et peut-être continuer de là où on s'est arrêté? Oui, bien sûr. C'était à quel point que ça s'est arrêté en fait? Parce que... Je pense que c'était le deuxième slide en fait sur les 6 principes, et tu avais décrit le premier principe, et puis ça s'est coupé. Entre-temps, on avait fait un sondage, la majorité en fait pense que parmi les ODD, parmi les objectifs de développement durable, je pense que tu vas y revenir, c'est le principe de la bonne santé et du bien-être qui est primordial aux yeux de nos participants ici. Face à cette crise. Voilà. Donc, Oui, je ne c'est sais pas si ça logique. l'a dont tu Ouais. parles. Ok, je te Ok, laisse partager ton écran. oui. Hop. Alors, je reprends.
Du coup, alors les PRI, donc on a vu que le premier principe, c'était par rapport à l'intégration ESG, donc la prise en compte des enjeux ESG dans les processus d'investissement et pour toutes les classes d'actifs, donc du côté mais aussi le non-côté. Le deuxième principe, c'est donc être un actionnaire actif en ce qui concerne le vote et le dialogue avec les entreprises sur les enjeux ESG. Donc c'est tout ce qu'on appelle engagement. Et après, le troisième principe, c'est vraiment de pousser les entreprises dans lesquelles on investit à publier des données fiables sur les questions ESG. Après, c'est vraiment pour porter la bonne parole, diffuser l'investissement responsable et les bonnes pratiques autour de soi. Par exemple, intégrer les considérations ESG dans les appels d'offres. Et le sixième principe, c'est autour d'un reporting annuel que tous les signataires des PRI doivent remplir obligatoirement et qui est public aussi. Donc, si vous allez sur le site des PRI, vous pouvez consulter les rapports de transparence de tous les signataires des PRI. Donc, on a vraiment vocation à s'adresser à la finance mainstream, donc pas uniquement aux investisseurs qui sont spécialisés dans l'impact ou qui ont des fonds qui sont labellisés ESG, mais l'idée, c'est vraiment de pousser nos signataires à intégrer l'ESG dans leur pratique sur toutes les classes d'actifs et aussi de les accompagner dans leur progression. Alors, il y a beaucoup de termes différents dans le monde pour ce qui est de l'investissement responsable et ça mène souvent à la confusion. Donc, je voulais commencer par rappeler quelques concepts de base. Pour les PRI, l'investissement responsable, c'est une approche qui vise à prendre en compte ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement et d'actionnariat actif. Donc en France et dans les pays francophones, on parle aussi d'investissement socialement responsable ou de ISR. Je pense que ça a plus ou moins le même sens, avec peut-être un accent sur les investissements qui soutiennent l'économie solidaire et sociale. Donc c'est une toute petite différence. Après, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire des investissements responsables. Il existe plusieurs approches et techniques différentes. Les PRI se focalisent sur tout ce qu'on appelle l'intégration ESG. Donc, c'est-à-dire la prise en compte des critères et des indicateurs ESG dans la prise de décision des investissements et donc aussi dans l'analyse des sociétés dans lesquelles on investit. Et de nombreux investisseurs utilisent également des filtres pour réduire leurs univers d'investissement sur la base des critères ESG. Et on peut faire donc de l'exclusion, par exemple, dans différents secteurs du tabac ou du charbon, par exemple, ou aussi du best in class, où l'on sélectionne les sociétés qui ont les meilleures performances ESG. Et vous aurez aussi peut-être entendu parler d'impact investing ou d'investissement à impact, qui est une des différentes approches à l'investissement responsable et qui vise un impact sur une thématique ESG spécifique. Donc, par exemple, un projet de développement de panneaux solaires, par exemple. Alors, faire de l'investissement responsable, c'est aussi avoir un dialogue avec les émetteurs, avec les sociétés dans lesquelles on investit, sur leur gestion des risques ESG. Et donc, ce dialogue, c'est ce qu'on appelle l'actionnariat actif ou l'engagement. Et ce dialogue peut se faire de manière individuelle ou en collaboration avec d'autres investisseurs. Et donc, beaucoup d'investisseurs qui sont peut-être plus petits au niveau de leur taille trouvent que rejoignez des coalitions d'investisseurs sur des thématiques spécifiques, c'est une très bonne manière de faire avancer les pratiques. Alors, un exemple, c'est l'initiative Climate Action 100+, qui a été lancée il y a quelques années et qui est menée par les PRI. Donc, c'est une coalition d'environ 400 investisseurs qui incitent les 150 entreprises les plus polluantes, qui donc contribuent à peu près 80% des émissions mondiales,
à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, il y a 3 demandes précises qui sont faites aux entreprises, qui sont de mettre en place une stratégie climat, enfin, avec des objectifs clairs, de mettre en place un reporting sur le climat, et aussi de se désengager de toute activité de lobbying contre les réglementations liées au climat. Et donc ce dialogue a déjà contribué à plusieurs annonces de neutralité carbone d'ici 2050 de grandes entreprises, par exemple récemment Nestlé et BP. Après aussi, bien sûr, c'est une chose de faire, de l'annoncer, donner l'objectif, mais après, l'enjeu, c'est vraiment de voir comment ces objectifs sont mis en pratique. Alors là, vous avez sur cette slide, vous avez la croissance du nombre de signataires des PRI depuis 2006. Et donc, comme vous voyez, donc la ligne orange, c'est le nombre de signataires total, et la ligne bleue, c'est les signataires qui sont asset owners ou investisseurs institutionnels. Et la barre bleue, c'est les encours sous gestion. Donc, on voit qu'il y a une dynamique importante depuis 2006, depuis le lancement des PRI, pour commencer une démarche d'investissement responsable. Donc, quels sont les moteurs principaux pour commencer une démarche d'investissement responsable? Et je pense que nous, au fil des années, on en a identifié 3 principales. La première, c'est la gestion des risques. Et donc, l'idée que les facteurs ESG sont essentiels pour bien gérer les risques et les rendements à long terme. Donc, à la fois pour les investisseurs institutionnels dans l'élaboration de leur stratégie d'investissement, de prendre en compte des risques systémiques tels que le dérèglement climatique ou l'augmentation des inégalités dans la société, mais aussi pour les sociétés de gestion qui vont intégrer les questions ESG dans l'analyse financière des sociétés dans leur portefeuille afin de mieux gérer ces risques à long terme. Deuxièmement, donc, il y a aussi une dynamique importante au niveau de la demande du marché. Et donc, à la fois des investisseurs institutionnels qui demandent de plus en plus que leur société de gestion intègre des démarches d'investissement responsable, mais aussi du côté des investisseurs particuliers ou retail. Et chez les institutionnels qui sont signataires des PRI, à peu près 3/4 incluent déjà des critères ESG dans leur appel d'offres. En Europe, je pense que c'est la quasi-totalité. Et troisièmement, donc bien sûr, je pense que la réglementation a aussi un effet moteur très important sur le développement des pratiques d'investissement responsable. On constate, donc surtout depuis l'accord de Paris en 2015, que de plus en plus de gouvernements à travers le monde exigent plus de transparence de la part des investisseurs sur la manière dont ils prennent en compte les critères ESG. Et donc, c'est le cas en France avec l'article 173 de la loi sur la transition énergétique, qui a été la première loi au monde à exiger que les investisseurs institutionnels publient un reporting ESG de leurs activités. Et depuis, la réglementation se développe très rapidement à l'échelle européenne, notamment avec la publication du plan d'action de la finance durable par la Commission européenne en 2018. Et ce plan d'action, il comprend une dizaine de projets de loi pour faire avancer la finance durable en Europe, et notamment une obligation de reporting ESG qui se rapproche à l'article 113 en France, mais aussi une liste d'activités économiques, ce qu'on appelle une taxonomie, qui sont alignées avec les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire une trajectoire de réchauffement de 1,5 degré. Et cette liste permettra vraiment d'identifier les entreprises et les investissements qui sont compatibles avec cet objectif climatique. Et on voit qu'aujourd'hui, petit à petit, de nombreux investisseurs, la plupart qui sont européens, mais pas que, commencent déjà à l'appliquer à leur portefeuille. Et pour finir, la recherche académique sur le sujet démontre que la prise en compte des enjeux ESG n'a pas d'impact négatif sur les rendements financiers à long terme. Donc ça, c'est très important, hein. Je pense qu'il y a une méta-analyse qui a été menée en 2018 qui a trouvé que parmi les
plus de 2000 recherches académiques sur le sujet qui ont été menées depuis les années 70. 63% ont identifié un lien positif entre l'intégration ESG et la performance financière, et seulement 10% ont identifié un lien négatif. Donc, pour ceux qui sont intéressés, l'étude a été menée par l'Université de Hambourg en Allemagne. Et donc, je pense qu'on pourra sûrement inclure le lien après le webinaire. Merci beaucoup Ben pour cette présentation. Je pense que c'est très bien pour vraiment cadrer un peu les exigences en termes d'ESG et voir un peu ce qui se passe dans le monde. Juste une petite question en fait par rapport à la performance. Donc, tu as parlé de la corrélation entre l'application des mesures ESG et les performances des cours des entreprises. Mais qu'en est-il des risques en fait? Les risques d'un point de vue volatilité des cours de ces entreprises, est-ce qu'ils sont amoindris du coup ou pas? Bah oui, je pense que c'est clair. Enfin, même avant la recherche de rendements spécifiques qui sont liés à l'ESG, qui est, je pense, plutôt le domaine de l'impact et aussi dans des classes d'actifs peut-être non cotées comme le private equity. Ce qu'on voit, c'est que pour la plupart des gros investisseurs qui commencent à se mettre à l'investissement responsable, le premier enjeu, c'est vraiment du côté risque. Donc, c'est vraiment intégrer les critères ESG dans l'analyse des risques pour mieux les gérer au long terme. Et ce que montre la recherche académique, c'est que, même s'il n'y a peut-être pas un lien systématique positif entre l'intégration des critères ESG et les rendements financiers, ce qui est clair, c'est que ça n'a pas de coût, en fait. Donc, ça augmente la capacité à en prendre en compte les risques à long terme et ça n'a pas de coût sur les rendements. Très bien. Alors, peut-être qu'on va partir sur quelques questions qu'on a reçues de l'audience. Je prends par ordre de vote les questions. On a parlé principalement d'entreprises un peu cotées, donc sur la bourse. Il y a une question sur les startups. Les startups éco-responsables fondées et gérées par une femme tunisienne, par exemple, de moins de 30 ans, a-t-elle plus de chances de recevoir du financement qu'une autre startup? Et bien sûr, en fait, le startup en tant que business model a bien évidemment fait ses preuves. Est-ce que vous pensez que par rapport à ces entreprises privées, les startups, celles qui ont des modèles, des business models vraiment disruptifs, est-ce que il y a des moyens de financement qui peuvent s'ouvrir à eux et qui les privilégient par rapport à d'autres modèles de startup? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans certains marchés, surtout en France, après je pense aux États-Unis et aussi en Angleterre, on voit de plus en plus de sociétés de gestion qui sont spécialisées dans le private equity ou dans le capital d'investissement qui donc investissent dans des entreprises privées non cotées et donc souvent aussi des startups. On voit de plus en plus ces sociétés de gestion qui signent les PRI et commencent à vraiment mettre des démarches très intéressantes en place. Et je pense que pour ce secteur-là, tout ce qui est ESG, ça s'applique très naturellement en fait parce que c'est souvent les sociétés de gestion dans le private equity vont avoir une détention majoritaire dans ces participations-là, dans ces entreprises, dans ces startups. Et du coup, ils ont un dialogue très proche et très privilégié avec le management de ces entreprises. Et donc, ce qu'on voit, c'est souvent des questionnaires ESG qui sont développés pour faire le suivi des pratiques ESG de ces startups. Et aussi, bien sûr, au niveau de la sélection des investissements, de nombreux sociétés de gestion dans ce domaine-là recherchent des startups et des entreprises avec des impacts environnementaux et sociaux. Donc, je pense que c'est
c'est un secteur du marché qui se développe très rapidement. Et qu'en est-il de Tunisie, Bilal? Est-ce que tu as quelques idées? Le, le Startup Act en Tunisie a très très bien marché depuis sa création. Aujourd'hui, on note peut-être 300 startups labellisées. Le capital investissement, c'est la principale ressource de financement de ces startups. Parce que ce n'est pas de la dette qui les intéresse et aujourd'hui, c'est difficile de les financer par la dette. Mais ce que je vois, ce qui est sûr et certain, c'est que l'industrie du private equity, du capital investissement, intègre cette composante de développement durable dans le choix de leurs investissements et cela dans toutes les composantes du capital investissement qui va de l'incubation jusqu'à la phase growth. Et je partage ce que disait Ben. Les asset managers favorisent aujourd'hui les idées de start-up avec un modèle disruptif qui favorise un peu le développement durable et la RSE de façon générale. Très bien, merci pour ces réponses. Je passe à la question d'après. Les zones défavorisées en Tunisie sont les plus indiquées pour un tel investissement responsable. L'investissement conventionnel dans ces zones est sécurisé par les avantages fiscaux pour compenser le risque couru et la rentabilité non atteinte. L'investissement responsable nécessite des exigences, souvent coûteuses, et dont le retour sur investissement n'est pas évident. Comment rassurer et engager plus d'investisseurs dans des fonds dédiés à ces zones et pour des communautés pas souvent assidues? Voilà. Donc, est-ce que, Bilal, tu as une idée sur les investissements destinés aux régions défavorisées en Tunisie? Et pareil Oui, pour Ben, si tu as des exemples aussi, n'hésite pas à intervenir. Comme ça a été dit dans la question, les avantages qui sont donnés aux zones défavorisées aujourd'hui, c'est des avantages, ce sont des incitations fiscales ou des subventions d'investissement. Et à mon avis, c'est trop peu. C'est trop peu parce qu'il n'y a pas encore d'autres exigences de la part du législateur pour amener et pousser les investisseurs vers des choix plus orientés en investissement responsable que d'autres investissements basés exclusivement sur un retour sur investissement et un rendement de l'investissement rapide. Je pense que là aussi, c'est le rôle des États de trouver d'autres incitations, de trouver d'autres moyens de pousser et d'amener les entreprises et les investisseurs à trouver un terrain d'entente, quitte à retarder un peu le rendement, mais en montrant également que sur du long terme, il y a une parfaite corrélation entre l'ISR et le rendement. Très bien. Ben, je ne sais pas si tu as des remarques à nous faire par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Ouais, je partage ce qu'a dit Bilal. Je pense que c'est vrai que c'est une question compliquée. Et je pense que ce qui est important, parce que je pense qu'il y a je pense que c'est dommage, parce que là, ce qu'on voit en ce moment avec la crise du Covid, c'est que beaucoup d'investisseurs sont en train de désinvestir de sociétés dans les marchés émergents. Mais je pense dans des temps plus normaux, je pense qu'il y a de la demande, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un rôle très important pour les États et aussi pour les banques de développement à jouer pour vraiment inciter que les investisseurs puissent trouver des opportunités dans les pays de développement. Ok, alors je pense que la question d'après fait vraiment le lien avec un peu cet esprit d'engagement et ça parle de politique. Comment peut-on mobiliser les politiciens pour admettre ces principes et les défendre législativement, surtout dans un climat politique instable comme celui en Tunisie? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, comment peut-on mobiliser les politiciens pour admettre ces principes, les principes UNPRI,
et les défendre législativement, surtout dans un climat politique instable comme celui en Tunisie? Je commence. Je pense que s'il y a une pression à mettre sur les politiciens, il doit venir de deux parties. D'abord, la société civile. Il faut que des acteurs comme nous, Atuj et autres, il faut que la société civile soit une force de proposition et d'exigence, mais également les bailleurs de fonds, les multilatéraux, les fonds d'investissement et les bailleurs internationaux de façon générale qui peuvent conditionner certaines lignes de financement moyennant des actions orientées RSE et ISR. D'accord. Ben, d'un point de vue UNPRI, est-ce qu'il y a un peu de lobbying à faire auprès des politiciens, hein? Je ne sais pas s'il y a des exemples de pays où on fait de lobbying pour que les politiciens admettent que ces principes doivent être vraiment légiférés et que ça soit vraiment pris en compte au plus haut, dans la plus haute sphère politique des pays. Ouais, non, mais absolument. Enfin, nous, ça représente une activité importante, enfin, de ce qu'on fait, les PRI. Nous, c'est aussi le dialogue avec les pouvoirs publics. Donc, on essaye de regrouper, enfin, nos investisseurs signataires sur un peu comme les engagements, un peu comme l'engagement avec les entreprises pour ensuite pouvoir, enfin, avoir un impact plus important sur les différentes réglementations. Enfin, un exemple, c'est un projet qu'on a mené avec donc UNFFI, l'initiative financière du programme environnemental de l'ONU, qui s'appelle Fiduciary Duty in the 21st Century. Et donc là, on a publié des feuilles de route avec des recommandations dans différents marchés et pays à travers le monde pour surmonter les obstacles à la prise en compte des facteurs ESG dans la responsabilité fiduciaire des investisseurs, donc au niveau de la réglementation. Et je pense que c'est un projet qui a été lancé en 2014 ou en 2015, et je pense que dans plusieurs pays, ça a eu un impact très important. Donc, je pense que c'est vraiment, le côté réglementaire et le côté politique, c'est vraiment essentiel pour faire bouger les pratiques des marchés, je pense. Très bien. La question d'après est un peu plus spécifique, c'est par rapport au Green Bond. Il y a un Green Bond qui a été émis en 2019. Pouvez-vous nous indiquer le résultat de cette émission? C'est quoi les investissements qui ont été financés par ces Green Bonds? Je pense que la question est destinée plutôt à Bilal. En 2019, il y avait une tentative de mise en place d'un Green Bond. C'est un dossier qui est à l'étude. Il n'y a pas eu d'émission de Green Bond encore. L'idée initiale, c'était de lancer des green bonds pour toute la partie centrale solaire, énergie renouvelable, qui rentre parfaitement dans le cadre des ISR. Mais malheureusement, il n'y a pas encore eu d'action concrète là-dessus. D'accord, merci. La question d'après, donc 2 questions. Quels sont les critères qui entreront en compte dans le calcul de l'indice associé à chaque entreprise cotée pour l'indice en Tunisie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, y a-t-il un plan plus global de la part du gouvernement afin de sanctionner financièrement les entreprises qui ne respectent pas certains aspects de l'ESG, exemple entreprises industrielles polluantes? Bon, pour l'indice en Tunisie, c'est un peu comme un peu partout dans les indices internationaux. C'est la capitalisation, c'est les entreprises, les titres les plus liquides et c'est le flottant le plus important également. Donc, il n'y a pas de grosse différence par rapport aux indices. Ce sont les principaux critères qui sont pris en considération. Maintenant dans l'indice ESG auquel nous pensons, c'est justement de prendre des facteurs plus je dirais, non financiers, hein, plus en rapport avec les activités ESG. Et ça, c'est en cours de construction. Donc, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, tels que, par exemple, la mixité.
tels que le bien-être des employés, tels que le respect des normes d'environnement, etc. D'accord, très bien. La question d'après, bonjour, je voudrais parler de l'expérience de la STB concernant le green banking. La réflexion, est-ce qu'il faut pousser vers un label green banking? Est-ce qu'il y a un label déjà pour dédié aux banques en termes d'ISR? Il n'y a pas encore de label dédié aux banques. Il y a comme je l'ai dit au début, hein, il y a des initiatives prises par les sociétés les unes indépendamment des autres. Il y a lieu maintenant d'avoir des guides, des labels et des agences de notation en la matière. D'accord. Et Ben, est-ce que en termes de label, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe au niveau de UNPRI? Est-ce qu'il y a des labels qui sont déjà en cours de construction? Est-ce qu'il y a des labels existants? Alors pour le moment, enfin, les labels, c'est vraiment au niveau des différents pays. Donc je sais qu'il y a plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, qui ont développé leur propre label. Donc à la fois il y a des labels qui sont centrés sur le climat, mais aussi d'autres labels qui sont centrés sur l'ESG, donc enfin, plus globalement. Et il y a aussi des travaux enfin, à l'échelle européenne dans le cadre de ce plan d'action sur la finance durable pour créer un label enfin, commun au niveau européen. Je pense qu'il est plutôt logique. Et donc l'idée ce serait d'harmoniser les critères et de les aligner avec donc cette taxonomie qui serait enfin, la liste des activités qui seraient considérées durables. Donc ça, c'est en cours au niveau européen et je pense que, enfin, on verra comment ça se développe au niveau international. Mais en tout cas, c'est vraiment l'Europe qui est en pointe, enfin, au niveau réglementaire du développement de ces labels en ce moment. D'accord, merci. Comment encourager les gens à agir et à adhérer à ce système d'investissement responsable si 50% de l'économie est informelle? Je pense que la question se dirige vers Bilal, surtout par rapport à l'économie parallèle qu'on a en Tunisie. Voilà, on agit sur sur un terrain glissant, pardon. Donc, comment inciter les gens à quand même adhérer à ce système et à agir en termes d'investissement? Alors, d'abord, le pourcentage de l'économie informelle, moi, je ne suis pas d'accord que ça représente 50%, hein. Bon. Je pense que c'est au maximum le tiers de l'économie. Les gens ont tendance à dire que c'est 50% parce que c'est le nombre de personnes qui est dans l'informel, ils jugent que c'est très important. Mais ce n'est pas grave, le problème n'est pas là. Maintenant l'économie informelle étant financée par du financement informel aussi. Il n'y a pas l'économie informelle n'est pas financée par les secteurs réglementés. Donc aujourd'hui, quand on parle d'ISR, ce sont des investissements financés par le secteur formel. Il est clair que les ISR ne peuvent pas s'adresser à l'économie informelle. Alors, la question d'après, qu'est-ce que vous entendez par travail décent et croissance économique? Quelles sont les stratégies mises en place pour garantir le travail décent, surtout aux jeunes qui représentent la grande partie de la population tunisienne? Je pense que la question, elle est en lien vraiment avec l'objectif de développement durable, l'objectif 9 ou 10, je ne me rappelle pas très bien, mais c'est par rapport au travail décent et le lien avec la croissance économique. Ben, si tu as quelques éclairages par rapport à ce point. Ouais, ben, je pense que c'est un enjeu qui devient de plus en plus important, surtout enfin, euh, quand on regarde enfin, le développement des emplois précaires et enfin, ce qu'on appelle le gig economy en anglais. Et, enfin, là, ce qu'on voit surtout en ce moment, en moment de crise, c'est que euh, quand il y a des licenciements massifs, enfin, c'est vraiment ces personnes-là qui vont être le plus affectées vu qu'ils n'ont pas cette sécurité.
Et tu parles principalement des indépendants, de tous les livreurs en fait, d'entreprises qui font la livraison de plats à domicile ou bien les chauffeurs de taxi. Exactement, ouais, exactement. Exactement. Donc, je pense il y a vraiment un enjeu enfin, après, je pense que ça, encore une fois, ça va se jouer à la fois euh, au niveau de l'engagement avec ces entreprises-là, enfin, surtout du secteur du tech et aussi au niveau des États voilà, pour développer des réglementations pour assurer qu'il y ait plus de sécurité et enfin, travail décent. Très bien. Alors, la question d'après, elle est dirigée à Bilal, je pense. En ce moment, un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire serait présenté au Parlement. Est-ce que ce projet de loi comprend des dispositions quant à l'investissement responsable et lesquelles? Je ne suis pas au courant. D'accord. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les tiroirs et les priorités sont en train de changer. Franchement, je ne saurais pas répondre à la question. D'accord. Un pourcentage du financement durable dans la sphère financière. Est-ce que vous avez un pourcentage du financement durable dans la sphère financière, c'est-à-dire les banques, à quel pourcentage ils financent les entreprises ou les startups qui agissent en ligne avec les normes ESG? Alors de mémoire, enfin moi je pourrais pas vous dire, mais en tout cas il y a un site de médias, enfin sur le développement durable qui s'appelle Novetic, qui publie chaque année un indicateur enfin des données de l'ISR et du nombre de fonds à impact par exemple et des fonds qui intègrent le l'ESG. Euh, et je pense il y a aussi un pourcentage par rapport au marché. Donc, Très bien, donc on incite les participants à aller sur le site Novetic pour tout ce qui est, j'imagine en France, bon, en Tunisie, j'imagine c'est un peu plus compliqué pour récupérer les statistiques, oui. mais ça va arriver petit à petit. Alors, la question d'après, l'investissement public est par essence socialement responsable. Donc, en réfléchissant sur l'après-crise et la mobilisation des financements pour les investissements publics en Tunisie, des opérateurs potentiels, est-ce qu'il y a des opérateurs sur la scène potentielle, sur la scène internationale, pardon, qui peuvent diriger l'investissement public vers l'investissement socialement responsable? On parle, j'imagine, en fait, de la Banque mondiale, du FMI, des Nations unies, justement, avec le programme PRI. Tout à fait. Je disais tout à l'heure que si on doit lobbyer, ça doit venir d'abord d'en bas par la société civile, mais surtout les bailleurs de fonds. Moi, je pense que là aussi, pour orienter les investissements publics, les bailleurs qui ont été cités, le FMI, la Banque mondiale, etc., peuvent orienter, conditionner leur soutien aux économies par le fait que ça va augmenter, voire même être exclusivement orienté vers les investissements socialement responsables. Et je pense juste pour ajouter, enfin, ce qu'on voit, enfin, surtout maintenant, enfin, lors de la crise, enfin, au niveau de l'état des systèmes de santé, on voit qu'il y a clairement genre un manque d'investissement, enfin, dans les services publics. Et je pense que d'un côté, enfin, dans plusieurs pays, c'est un choix politique, mais c'est aussi une conséquence importante de la diminution progressive des recettes fiscales, qui sont entre autres, enfin, dues à l'évasion fiscale de beaucoup d'entreprises multinationales. Donc, je pense que ça, c'est un point très important qu'il faudra adresser post-crise. Et je pense que sur ce sujet, enfin, les PRI, on a mené un engagement collaboratif d'investisseurs avec des entreprises du secteur du pharmaceutique et aussi de tech sur la question de leurs pratiques fiscales. Et en tout cas, ce qui est ressorti, là, on vient de publier un rapport avec les résultats de l'engagement, mais c'est qu'aucune des entreprises interrogées ne publie un reporting de leurs bénéfices, ce qu'on appelle country by country, public.
Et une dizaine d'entreprises du secteur du tech, les plus grandes, ont même refusé de dialoguer avec ce groupe d'investisseurs. Donc, je vous encourage à regarder ce rapport et je pense que c'est juste pour vraiment pouvoir utiliser l'investissement public après la crise. Je pense que c'est un problème important qu'il faudra regarder. Ouais. Ok, alors il nous reste encore trois questions. Avant peut-être de les poser, je vais faire un sondage rapide, un dernier sondage sur le lien entre l'ESG et la crise du coronavirus. La question, c'est: pensez-vous que les pratiques ESG peuvent être une réponse à la crise du coronavirus? Oui, partiellement ou non? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, la question d'après, c'est: est-ce que l'indice RSE, j'imagine que c'est l'indice tunisien RSE qui sera mis en place, est-ce qu'il sera mis en place pour les entreprises en bourse uniquement et qu'en est-il des organisations privées, plus particulièrement celles dont le financement ne dépend pas de l'indice RSE ou RSO? La réponse sur la première partie est oui. Donc, étant donné que nous gérons les indices à la bourse, et à la bourse, on n'a que les sociétés cotées et les informations sur les sociétés cotées. Donc, il ne sera géré que pour les sociétés cotées. Sur d'autres places, il y a des agences de notation qui gèrent des indices et peut-être c'est le rôle de ces agences-là de gérer d'autres indices qui englobent d'autres structures et d'autres organisations non cotées à la bourse de Tunis. La deuxième partie de la question, c'était qu'en est-il des organisations privées? Je pense que tu as répondu déjà, en fait, plus voilà. particulièrement Oui. celles dont le financement ne dépend pas de l'indice RSE. Oui, donc ça va être noté par d'autres organismes et d'autres agences de notation. Est-ce qu'il y en a des agences en Tunisie ou est-ce que c'est en cours de formation? Il y a une agence qui a été lancée l'année dernière et c'était pour la notation des risques de crédit, en fait. D'accord. Tu as le nom en Mais je pense, tête pardon? Tu as le nom en tête de cette entreprise, de cette agence de notation ou pas? Est-ce que tu as le nom? Non, un trou de mémoire, non. D'accord. Ok, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, en fait, il y a une dynamique qui commence à se créer en fait Tout à sur le fait. marché pour évaluer les risques ESG des entreprises non cotées. Ok. Alors, l'avant-dernière question, par rapport aux standards internationaux, développer la législation nationale en matière de sécurité et santé au travail, par exemple, pourrait-il améliorer le paysage ESG en Tunisie? Je pense que la question est oui. Hein. Oui, Donc c'est par rapport à la législation, le fait que les législateurs, l'Assemblée nationale, l'ARP, hein, doit vraiment légiférer en faveur des initiatives ESG. Voilà. Et la dernière question, quid des entrepreneurs culturels? Comment ils sont risqués pour les investisseurs, comme ils sont risqués, pardon, pour les investisseurs classiques? Est-ce qu'en s'inscrivant dans une démarche ESG, ils peuvent augmenter leurs chances d'accéder à de l'investissement? C'est par rapport vraiment à l'industrie créative et culturelle. Est-ce qu'il y a des incitations pour qu'ils adoptent les démarches ESG? Je pense que la réponse de Ben, je ne sais pas s'il y a un benchmarking international, mais en tout cas, en Tunisie, l'industrie créative a beaucoup de mal à accéder à des financements. Et donc, comme ça a été dit dans la question, étant donné que c'est des activités risquées et les chances d'aboutissement seraient moindres. Donc, il y a une aversion à ce type de risque. Il n'y a pas réellement d'incitation en Tunisie pour les accompagner. Très bien. Une dernière question, c'est par rapport à la plateforme de e-learning que tu as mentionné tout à l'heure, Oui, Bilal. c'est investia-academy avec un y.com. Investia-academy.com. Merci. Très bien, on arrive à la fin du webinaire. Avant vraiment de mettre fin à cette réunion, je vais vous montrer les résultats du sondage. Vous êtes partagé. Donc, vous êtes 46% à dire oui, que l'ESG est une réponse à la crise du coronavirus.
Et vous êtes aussi 46% à dire partiellement. Donc, on n'arrive pas vraiment à trancher. Peut-être les jours à venir nous montrera si oui ou non, en fait, le développement durable peut être une réponse. Est-ce que, Bilal, tu as un commentaire à faire? Non, non, c'est les 8%, c'est les 2 personnes qui ont répondu non. J'aurais souhaité les convaincre davantage. D'accord. Et Ben, peut-être un mot de la fin par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à tous les points qu'on a abordés aujourd'hui. Non, je pense que, enfin pour moi en tout cas et pour les PRI, je pense que c'est clair que la crise actuelle, ça renforce la nécessité de prendre en compte le développement durable dans à la fois les activités d'investissement, mais aussi toutes les activités économiques. Je pense qu'en ce moment, enfin pendant la crise, je pense que c'est essentiel, surtout du point de vue, enfin social, comme j'ai mentionné, étant donné, enfin la crise économique qui est en train de se passer et les conséquences, enfin sociales que cela va avoir, mais aussi plus largement, je pense que il faudra que tout le monde ait une réflexion sur le monde et le système économique qui suivra, enfin, après la crise. Et je pense que dans tous les modèles et dans tous les entreprises et les investisseurs qui ont déjà développé des pratiques ESG assez avancées, je pense que là, il y a déjà un modèle qui pourrait être à suivre. Très bien. Merci beaucoup, Ben, hein, pour ces clarifications, pour les interventions. Merci, Bilal, aussi pour tes éclairages sur ce qui se passe au niveau de la Bourse de Tunis, ou tout ce qui se passe au niveau de la Tunisie généralement. N'hésitez pas à nous remonter hein, des idées pour organiser des webinaires ou d'autres sessions sur ce thème-là. Et puis, le mot de la fin, c'est plutôt à Aus de le faire. Voilà, Aus, à toi. Merci Mourad, merci Bilal et Ben. Malgré le travail à la maison et tout, on a réussi je pense, à organiser ce super webinaire. On attend avec impatience, je pense, la prochaine version et on aura, je pense, beaucoup plus de détails. Là, c'était une introduction à l'investissement social et responsable. La prochaine session entrera plus dans les détails et je pense que d'ici là, le monde va évoluer. Je voulais juste partager avec vous en fait, la cagnotte qu'a organisée la TUJ avec ces 3 antennes en Tunisie, France et Grande-Bretagne. C'est pour le Covid. Donc, très rapidement, comment ça marche? On collecte en fait les demandes des hôpitaux en Tunisie et des services de santé. Et aujourd'hui, nous avons une pipeline en fait, de demandes qui est assez importante. Donc là, nous avons déployé hier 50 000 dinars en fait, pour le CAMU. Et nous avons, comme j'ai dit, une pipeline de quelques hôpitaux qui nécessitent en fait, une intervention assez rapide. Donc n'hésitez pas. On est à peu près autour de 40% de notre target, mais qui peut aussi évoluer. Donc n'hésitez pas à donner et puis à partager avec vos amis et vos collègues et vos camarades. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, bon confinement. Restez Allez, chez vous. au revoir. Merci, au revoir.